Chahut Média. Je vais peut-être vous raconter aussi où on cherchait les enfants. On les cherchait dans les maisons d'enfants pour les faire passer en Suisse. Et là, je les remettais à des amis qui, eux, faisaient les passages ou eux-mêmes ou étaient en rapport avec des passeurs. Imaginez des groupes de résistance spécialisés dans le sauvetage des enfants. Des groupes clandestins, opérant dans le secret le plus total donc, et avec une efficacité qui permet à des milliers de gosses juifs de passer la frontière suisse depuis la France durant les années les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire, c'est celle qu'on a découverte en déployant notre enquête autour de l'accueil des réfugiés sur le territoire helvétique entre 1942 et 1945. Puis on a ouvert la focale. Et ce qu'on a également appris, c'est que durant cette période, la Suisse a adopté un double standard concernant l'enfance à sauver. Soit d'un côté, ces enfants juifs forcés à la clandestinité, et de l'autre, une enfance chrétienne secourue par un programme de la Croix-Rouge suisse et soignée en territoire helvétique pour une durée prolongée. On a retrouvé une de ces enfants sauvés par la Croix-Rouge suisse, c'était en 1944. Elle s'appelle Christiane Fiva, 90 ans aujourd'hui, que nous avons rencontrée après avoir vu passer sur LinkedIn en novembre 2023 l'annonce d'un concert donné au Conservatoire de musique de Genève en hommage au convoi d'enfants de la Croix-Rouge suisse donc, et en présence de Madame Fiva justement. Accepterait-elle de nous rencontrer ? Alors avec l'aide de l'association Co-Create Humanity, on a contacté la famille de Madame Fiva et le 24 janvier 2024, cet email nous parvenait. Cher monsieur, je vous remercie pour votre email. Ma maman est disposée à vous recevoir pour une interview. Vous pouvez également lire des passages de son récit sans problème. À la frontière, une série documentaire podcast Chahut Média. Oui, c'est ça. Carole Harari, David Brun-Lambert. Carole, avec qui je travaille, merci de nous accueillir. 4e volet, un paradis après l'enfer. Bonjour madame, enchantée. Merci de nous recevoir. Je m'appelle Christiane Fiva. Je suis la maman de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et j'ai l'occasion de vivre cette guerre et cette année 1944 qui a tellement fait parler d'elle. Comment vous vous êtes retrouvée en Suisse, madame, quand vous étiez enfant ? De quelle manière vous étiez en France ? À un moment, vous vous cachez à Belfort avec votre sœur, et comment vous vous retrouvez en Suisse ? C'est-à-dire qu'il y a une grande route qui va en Suisse, c'est la seule. Et sur cette route passait un convoi tous les jours ou tous les 15 jours avec des enfants récoltés par les Français comme enfants un peu dénutris ou de parents pas très fortunés pour leur fournir une bonne nourriture. Et ils les mettaient là pour 3 mois en Suisse. Et ils passaient tous la route qui était devant une ferme où j'étais réfugiée, cachée. Puis comme j'étais de plus en plus craintive, quand il y avait des alertes, je pleurais souvent et ma soeur m'a dit « Écoute, le prochain convoi, je te mets dedans ». Et c'est vrai, le prochain convoi, on est allé avec un baluchon. Et elle me dit « Tu as carte d'identité, en tout cas ça, il ne faut pas la perdre. Le reste, tu dis que tu ne sais pas ». Et c'est comme ça que je me suis trouvée sur un char avec une 30aine d'enfants. Comme nous arrivions, je dirais à 100 mètres avant la douane, car on apercevait déjà la barrière rouge et blanche, une petite fille descendit de la charrette précédente pour satisfaire un besoin personnel. L'enfant avait sauté sur une mine. Ce fut la panique générale. Les barrières rouges et blanches s'ouvrirent précipitamment et tout le convoi, 8 à 10 chars, passe à la frontière sans contrôle français.
Ouf, j'étais de l'autre côté. Dire ce que j'ai ressenti à ce moment n'est presque pas descriptible. C'était comme si je montais au ciel. Là, de ce côté de la barrière se trouvait la paix. Plus de bombes, plus de peur. J'avais envie d'embrasser tout ce que je voyais. Christiane Fiva, extrait d'un carnet d'une 20aine de pages, rédigé à l'endroit de ses enfants et petits-enfants, 1996. Et une fois arrivé en Suisse, vous êtes accueilli comment ? Alors, arrivé en Suisse, dans une école, on nous met tous en un endroit à part pour nous. C'était une grande école parce qu'il y avait une grande aula où les gens qui prenaient des enfants venaient les chercher là. Christiane Fiva, sauvée par les convois d'enfants de la Croix-Rouge suisse en 1944. Et puis, comme j'étais seule, sans papier, quand ils ont donné tous les distribué tous les enfants, ils ont dit, il y en avait encore une qui était là, toute seule, j'étais là seule. Parce que les enfants étaient, entre guillemets, réservés par des familles suisses qui s'engageaient à les recevoir. Les enfants étaient réservés longtemps à l'avance, il fallait s'inscrire pour dire, je prends un enfant, j'aimerais de tel âge, ou j'aimerais un garçon, j'aimerais une fille, les gens pouvaient choisir. Alors évidemment, ils prenaient plutôt des un peu plus grands qui pouvaient aider un peu dans le ménage ou faire quelque chose. Mais il y en a qui prenaient les enfants simplement pour le plaisir de les avoir, mais ça c'était plus rare. Et disons que les Suisses recevaient un peu d'argent quand ils prenaient un enfant Donc il y avait aussi des mélanges, des gens qui voulaient un peu d'argent, puis qui prenaient les enfants pour ça, puis d'autres qui prenaient les enfants par plaisir, pour faire du bien. Et j'attendais, et dans la salle, une dame a levé la main en disant « Moi, j'en prendrais bien une petite fille, quel que soit son âge ». Et moi j'ai dit oui, pas surtout parce que je voulais quitter la peur de la guerre et du bruit. Tu étais blessée, hein, parce que je crois qu'il y a aussi ça, c'est que tu étais blessée. Oui, j'avais reçu un éclat de balle dans la jambe, et puis j'avais un pansement. Il fallait renouveler, mais c'était pas grave. Mais il fallait quand même s'en occuper, donc Et dans votre cas, vous allez rester finalement à Genève ? Je suis restée à Genève parce que on ne trouvait pas mon père ni ma mère. Puis quand on a retrouvé leur adresse, ma mère travaillait toute la journée et puis mon père avait redisparu. Donc j'avais rien qui m'attendait, j'avais personne. J'étais seule. La Croix-Rouge s'est rendue compte que je serais mieux de rester plus longtemps dans cette famille-là que de retourner chez moi où il n'y avait rien. Et comme j'ai commencé l'école en Suisse, l'école primaire, au moment de la fin de la guerre, mon père est sorti de sa cave et on a pu tout vivre normalement. Mais ils ont réfléchi qu'ils n'auraient pas l'occasion de me faire des études comme j'aurais en Suisse. Alors la Croix-Rouge était d'accord de me garder là, de rester en Suisse. Et alors là, je suis restée pas mal de temps. J'ai fait des amis. Pour moi, c'était le paradis. On l'a vu, en 1944, alors qu'il devenait clair que les Alliés allaient remporter la guerre, la Suisse poursuivait de déployer un vaste programme humanitaire de secours aux enfants. Alors c'est quoi ce programme ? Une action qui regroupait diverses œuvres caritatives suisses sous la bannière Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants. Son but, convoyer des gosses éprouvés par la guerre en France ou bien en Belgique vers la Suisse, où ils étaient ensuite invités à passer plusieurs mois de convalescence. Entre 1940 et jusqu'en 1949, quelques 160 000 enfants ont ainsi profité d'une initiative par laquelle la Suisse s'est inventée en refuge de l'enfance dévastée par la guerre. Une posture qui revêt alors une dimension morale et symbolique non négligeable pour un pays qui cherche à valoriser sa neutralité. Berne. Je suis sur Werkstrasse, au numéro 18. C'est là qu'est le siège de la Croix-Rouge suisse. Je me rends ici rencontrer l'historien Patrick Bondala. J'ouvre la porte.
Merci. Un grand bâtiment blanc, dans une partie assez excentrée de Berne. C'est ici que les archives de la Croix-Rouge suisse sont conservées. Et Patrick Pondala en est l'un des responsables. Alors, cette Croix-Rouge suisse Secours aux enfants, elle ne démarre pas au tout début de la guerre. Elle se greffe déjà sur une tradition qui existe déjà, des secours aux enfants qui ont commencé bien avant la guerre. Avant cette Croix-Rouge suisse Secours aux enfants, on avait une organisation qui s'appelait le Cartel de Secours aux enfants, qui travaillait dans le sud de la France et qui s'occupait principalement des enfants des réfugiés espagnols qui avaient été contraints de fuir le franquisme. Un groupe d'humanitaires s'organise et puis fonde le Cartel au tout début de la Deuxième Guerre mondiale pour venir en aide non seulement à ces réfugiés espagnols, mais aussi à tous les autres réfugiés qui viennent de différentes parties de l'Europe pour chasser par le nazisme, bien sûr les juifs, mais aussi toutes les personnes qui sont qualifiées d'indésirables, les opposants politiques, les tziganes, etc., qui se retrouvent dans le sud de la France, dans cette zone libre encore à ce moment-là, du sud de la France, où diverses organisations internationales s'occupent justement de cette masse considérable de réfugiés. Pendant 2 ans, le travail est pénible, les humanitaires suisses commencent un peu à s'essouffler, et puis vient à la fin de l'année 41 déjà l'idée de la part du gouvernement suisse d'associer la Croix-Rouge finalement à cet effort de secours aux enfants pour plusieurs raisons. Une raison très pragmatique, c'est tout simplement d'augmenter la force, l'impact du cartel sur place, d'augmenter les ressources. La Croix-Rouge suisse est très connue en Suisse, a des moyens à sa disposition, a déjà une structure dans différents cantons et peut donner un second souffle à tout ça. Et l'autre composante, un peu plus politique, c'est de se dire, la neutralité suisse est quand même sous pression. La Suisse doit commercer avec l'Allemagne, notamment pour le ravitaillement du charbon. Donc, il y a certaines concessions qui se font de ce côté-là. Et de l'autre côté, les Alliés suspectent un petit peu cette neutralité suisse de ne pas être tout à fait intégrale. Donc, l'idée de la part des autorités, c'est de donner aussi une composante humanitaire à cette neutralité suisse, de lui donner une meilleure image et de faire en sorte que la neutralité puisse être mieux acceptée avec cette variable d'ajustement qui est l'aide humanitaire. Il faut avoir vécu en France sous l'occupation pour se représenter ce que signifiait cette masse à héberger dans une grande ville, à transporter des gares au centre d'accueil et vice-versa, à reclasser, nourrir, épouiller, examiner médicalement et à radioscoper. Il faut avoir connu l'absence d'essence, les camions à gazogène, les métros raréfiés et surchargés, les pannes de courant, les alertes fréquentes qui interrompaient tout, les prescriptions sévères de la défense passive, les angoisses du ravitaillement. La fatigue des enfants souvent très déficients et qu'un rien bouleversait. Pour se rendre compte de ce que signifiait chaque envoi. Un extrait de l'ouvrage, aperçu sur l'activité de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants. En France, 1942-1947. Il y avait des accords avec les CFF pour faire venir ces enfants en Suisse à travers ces convois de train. Patrick Pondala, historien, Croix-Rouge suisse, Berne. Les enfants arrivaient en gare de Genève. Le contrôle était très important. On veillait surtout à ce qu'il n'y ait pas de maladies contagieuses, mais aussi de poux. On observait aussi s'il y avait des signes de gale ou d'autres maladies de ce genre. Qu'est-ce qu'on sait ? Ils arrivaient dans quel type d'état, ces enfants ? Ils étaient vraiment sous-alimentés. Les critères d'accueil de ces enfants ont aussi évolué. Au début, on se contentait de prendre des enfants qui souffraient finalement des circonstances de la guerre. C'était souvent des enfants de prisonniers de guerre, des enfants orphelins, des enfants victimes de bombardements. Mais avec le temps, ces enfants-là représentaient une masse tellement considérable d'enfants qu'il a fallu affiner les critères, avoir des critères aussi plus objectifs. Et du coup, on s'est tourné vers des critères vraiment médicaux, c'est-à-dire des enfants souffrant de malnutrition et de maladies consécutives à la malnutrition.
On va dire que beaucoup d'enfants affectés psychologiquement l'étaient aussi dans leur corps. Et en Suisse, on avait une manière assez spécifique de les accueillir, c'est-à-dire qu'on les répartissait aussi en fonction de l'altitude des lieux d'hébergement en Suisse. En plaine étaient accueillis des enfants qui souffraient d'une malnutrition, on va dire, modérée, et les enfants justement qui avaient certains troubles psychologiques. Les enfants qu'on disait affectés vraiment dans leur mental étaient accueillis en plaine. À moyenne altitude, jusqu'à 1200 mètres, c'était des enfants victimes de rachitisme, qui profitaient de l'air pur et de meilleures conditions climatiques. Et en haute altitude, des enfants qui là souffraient de pré-tuberculose. On les mettait dans les sanatoriums, ils avaient un suivi médical. Une fois accueillis sur le sol suisse, les enfants étaient censés rester combien de temps ? Ils étaient censés rester 3 mois. Alors pourquoi 3 mois ? L'idée, c'était de pouvoir accueillir le plus grand nombre possible d'enfants. Donc évidemment, il fallait que ça tourne. L'idée, c'était de restituer ces enfants à leur famille. Il n'était pas question de les adopter. J'étais assez frappé de voir à quel point ces 3 mois ont représenté une lumière d'espoir incroyable pour ces enfants qui sont nés dans la guerre, qui n'ont rien vu d'autre que la guerre, que le manque, que les privations. Et on a souvent entendu des anecdotes vraiment incroyables de leur part, nous disant tout cet émerveillement de simplement pouvoir marcher dans des rues en Suisse et de ne pas craindre les bombes, de ne pas entendre les bombes. Ils ont des souvenirs très très forts de leur famille d'accueil, du fait que la nourriture était à profusion. Et surtout, comme je disais, l'espoir de voir qu'il existe au milieu de cet enfer un autre système, un monde démocratique où les gens sont libres. Patrick Bondala l'a clairement expliqué, l'action de la Croix-Rouge suisse Secours aux enfants excluait strictement les enfants juifs. Pour cela, passer en territoire helvétique était par conséquent synonyme de grand risque. Pour autant, on estime qu'entre août 1943 et juin 1944, plus de 1000 enfants ont réussi à franchir les barbelés suisses grâce à l'aide de réseaux de résistance juifs, parmi lesquels l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, une association fondée en 1912 destinée au secours des enfants et à l'assistance médicale aux juifs persécutés. Alors c'est quoi la résistance juive ? Eh bien, elle est le fruit d'une transformation des organismes d'entraide, parce que dès la défaite française, l'antisémitisme de l'État français au sud et des Allemands au nord a restreint tous les droits des Juifs. Enfin, tout ça, vous le connaissez. Ruth Fiva-Silberman, historienne. Autrice de l'ouvrage « La fuite en Suisse », les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la solution finale. L'étoile juive au nord, la spoliation au sud, c'est le tampon juif sur les papiers d'identité, c'est les rafles de Vichy contre les juifs étrangers, puis après l'invasion par la Wehrmacht en novembre 1942, c'est tous les juifs, y compris français. Alors bien entendu, toutes les organisations juives se sont démenées pour apporter de l'aide légale et puis à côté aussi pour trouver des planques, pour trouver des expédients. Et en fait, en 1942, c'est encore très embryonnaire. Et c'est bien après, au fond, que... Ça, c'est une découverte que j'ai faite. C'est un certain nombre de mois après les rafles de l'été 1942 que la résistance juive s'organise vraiment pour trouver des caches dans les couvents, dans des familles, changer les identités des enfants, aider les familles à trouver des planques et puis subsidiairement essayer de les faire passer en Suisse. Et la grande action de la résistance juive, ça commence au printemps 1943. Et ça s'amplifie à l'été 1943, quand les Italiens s'en vont.
puisque toute la zone, l'Isère, Haute-Savoie, Savoie, était sous protection italienne. Et les Italiens ont même interdit à la gendarmerie française de saisir des Juifs. Eh bien, massivement, ils vont surtout se pencher sur les enfants et constituer ces fameux convois d'enfants de la résistance juive qu'on ne connaissait absolument pas. Et ils vont loser les éclaireurs israélites, le mouvement de la jeunesse sioniste qui lui est totalement clandestin. Les deux autres sont agréés par Vichy, mais évidemment ils ont une branche clandestine. Vont organiser ces convois de gamins par 10, 12, puis ça va devenir 20, 24, 30, 35, déguisés en colonies de vacances et les amener à la frontière. Le système est toujours le même depuis l'époque loingée du printemps 43. Des accompagnateurs de Losé vont jusque dans la zone de l'immédiate frontière et là, ils confient le groupe à des passeurs rétribués. Parce qu'il est impossible de passer quand on n'a pas une connaissance quasi professionnelle de la frontière. Donc on les prend où ces gamins? Comment est-ce qu'on les trouve? Comment est-ce qu'on les réunit? Comment on les convoie jusqu'en Suisse? Losé, les éclaireurs, le mouvement de la jeunesse sioniste étaient extraordinairement bien organisés. L'historienne Ruth Fiva Silberman. Ils connaissaient le cas de tous les jeunes juifs traqués, soit avec les cachés, soit avec leur famille, soit dans des homes. C'était généralement des jeunes à vélo qui transmettaient des messages. C'est les jeunes planqués dans des familles ou des institutions laïques. Ils recevaient régulièrement la visite de l'organisation qui venait voir comment ils allaient. S'ils allaient mal, on les changeait de planque. Donc, la communication était assurée beaucoup plus qu'on imagine. En été 42, Losé, mais aussi la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, et aussi les éclaireurs, et aussi les Quakers américains, ont fait une action extraordinaire. C'est qu'ils ont sorti des camps d'internement de Vichy, Kurs, Rivesaltes, presque tous les enfants juifs. Et ils les ont mis dans des homes qu'ils ont créés. Losé a acheté une dizaine de châteaux. Ça devait pas être très cher à l'époque. Bon, il n'y avait pas de confort, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait rien, on bricolait. Mais enfin, ils ont installé là des homes d'enfants, où ces enfants, rendus orphelins par la déportation de leurs parents, ont été relativement heureux. Alors, comme disait ma collègue Cathy Hazan, ils rigolaient le jour et pleuraient la nuit. Mais enfin, on les a sauvés. C'est un vieux château du Moyen-Âge, avec un fantôme à chaque étage. Dans toutes les chambres d'amis, il y a des souris sous les lits. Si vous n'en voyez pas, c'est parce qu'il y a des rats. Des rats gros comme ça. C'est un vieux château. Mon oncle Rodolphe avait 102 ans. Il est mort dimanche. Mais le vieux chameau dans son testament a pris sa revanche. Tout l'argent que je guettais aux œuvres de charité, moi je dois me contenter du château qu'il habitait. Je l'ai visité, c'est un vieux château. Je ne sais pas si vous connaissez une chanson ancienne qui s'appelait « C'est un vieux château du Moyen-Âge ». Non, vous ne connaissez pas ça, c'est pas votre jeunesse. Et cette chanson a été écrite par des gens qui, étant enfants, étaient dans ces groupes d'enfants. C'est un vieux château, fermé de corbeaux. Ils devaient se cacher pendant le parcours. Ils devaient surtout abandonner toutes leurs références juives. Claire Louquetta, ancienne députée au Grand Conseil, ex-présidente de la LICRA suisse, autrice d'une mallette pédagogique consacrée à la frontière suisse pendant la guerre. Donc, ils devaient changer de nom
On essayait de garder les initiales. Par exemple, je sais pas moi, Rachel Lotterstein, par exemple, devenait René Lacour. Mais il faut se dire qu'il y avait des enfants qui étaient très très jeunes. Ils devaient vraiment apprendre à ne pas réagir à leur nom. Si tout d'un coup on criait Rachel, il ne fallait pas que la petite fille tourne la tête, ce qui n'est pas évident. Vous avez des enfants dans les familles qui mangent cachère. Vous avez dans un compartiment des gens qui sont là, qui pique-niquent et qui offrent une tranche de saucisson à un enfant. Il doit apprendre à ne pas le refuser. Ils devaient se séparer de tout ce qui pouvait trahir leur identité, la lettre, photographie des parents, des livres ou un objet qui témoignait de leur appartenance au judaïsme, un médaillon par exemple. Donc ils savent qu'ils ne doivent jamais dévoiler ni le nom de l'organisation, pour autant qu'ils la connaissent, ni les noms de leurs accompagnateurs. Alors ils sont préparés aux interrogatoires qu'ils devront subir en Suisse. Et ils apprennent à en dire le moins possible. J'avais entendu une discussion de soldats. J'étais assise dans un train avec mes faux papiers et l'un dit à l'autre « Das ist bestimmt eine Jüdin, ça c'est sûrement une petite juive ». Une fois parvenus aux abords de la frontière suisse, pas question de passer celle-ci en misant sur la chance. On loue les services d'un passeur. Un service qui se paye jusqu'à 5 000 francs français par enfant, soit l'équivalent de 2 mois et demi d'un salaire ouvrier de l'époque. Les fonds sont fournis par l'American Jewish Joint Distribution Committee, la plus grande organisation humanitaire juive au monde. Quel accueil et quelles conditions d'existence pour ces enfants une fois passés sur le territoire suisse? Halte suisse, ils sont emmenés par l'armée qui, la plupart du temps, ne s'occupe pas du tout de les sécher, de les consoler, de se rendre compte que c'est des gamins transés et apeurés. Ils sont soumis à des interrogatoires, même avant de recevoir le moindre verre d'eau ou le moindre... Pour eux, les gens qui arrivent sont des délinquants, puisque de toute façon, ils ont passé la frontière clandestinement. Donc, ce sont des délinquants qu'il faut emprisonner. « 1944, on sent la défaite de l'Allemagne approcher. La Suisse tourne kazakh. Complaisante avec le pouvoir nazi depuis le début du conflit, voilà la Confédération forcée de faire oublier ses égarements auprès des Alliés. Pour cela, elle développe un narratif destiné à glorifier sa tradition humanitaire. Un récit national où la Suisse se présente en bon samaritain, multiplie les opérations humanitaires d'ampleur et accueille sur son sol, pour un temps limité, des rescapés de l'horreur. Parmi eux, 1600 juifs arrachés à un camp de la mort et parvenus en Suisse à bord d'un convoi qui fit halte sur la Riviera vaudoise, ces passagers ensuite internés dans un palace déserté des hauteurs de Montreux. Le train Casnard, véritable arche de Noé réchappée de l'enfer, on raconte son épopée dans le prochain épisode de cette série. Son titre, Bergen-Belsen, Montreux. À la frontière. À la frontière, une série documentaire podcast Chahut Média. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Musique originale Léonie Pernet. Ce programme a été rendu possible grâce au précieux soutien de la Loterie Romande, de la Fondation philanthropique Famille Sando et de la commune de Montreux. En partenariat avec la Bibliothèque de Genève et la Maison de l'Histoire, Université de Genève. Nos remerciements les plus vifs à Hélène Ross de l'association genevoise Co-Create Humanity et à Claire Fiva ainsi qu'à sa famille pour avoir rendu possible notre rencontre avec Madame Christiane Fiva. Et vous dire aussi, si comme nous, à l'écoute de cette série, vous vous êtes posé la question de savoir comment se passe aujourd'hui l'accueil des réfugiés, adultes ou mineurs en Suisse, on vous propose d'aller découvrir sur le site de Chahut Média, chahut.ch, une mini-série
conçu en partenariat avec asile.ch, qui résume ce qu'il faut savoir de l'accueil et des droits des réfugiés en Suisse aujourd'hui.